Bienvenue sur Congo Liberty. Nous reprenons nos émissions avec nos invités. Bonjour Monsieur Robert Poitipongo. Bonjour Monsieur Lingua, et je suis très heureux. D'abord, je vous souhaite bonne et heureuse année. Et je souhaite bonne et heureuse année à tous ceux qui ont l'habitude de me suivre ou qui me connaissent. Merci. Alors, bonne année à vous également. C'est vrai que Monsieur Poitipongo, vous aviez disparu. Alors, ma première question est de savoir, est-ce que vous avez été également corrompu par Jean-Dominique Okemba qui est passé à Paris? Ça fait que depuis qu'il est passé, on ne vous entend plus. Est-ce que vous avez été approché, contrairement à d'autres qui s'affichent? Est-ce que vous, finalement, vous vous êtes fait avoir également? Ben, j'aurais aimé un jour le rencontrer. Parce que ce soit M. Denis Sassou Nguesso, que ce soit son équipe, en tant que quelqu'un qui fait de la politique, j'ai toujours revendiqué que je suis un homme d'État. Il n'est pas exclu que je rencontre non pas mes ennemis, mais des adversaires. Parce que ce sont des humains. Il faut parler avec ses adversaires. Il ne faut pas parler avec les ennemis. Avec un ennemi, on ne parle pas avec un ennemi. Mais un adversaire avec qui on doit échanger, se dire les quatre vérités, comme on dit. Eh bien, j'aurais aimé le recevoir ou le rencontrer, mais je pense qu'ils ne peuvent pas. C'est plutôt eux qui savent qu'il y a des gens qui ne peuvent pas approcher. Est-ce que vous regrettez qu'il ne vous ait pas contacté? Non, c'est pas qu'il ne connaît pas que j'existe. Même M. Denis Sassou Nguesso sait que j'existe et je suis là. Est-ce que vous êtes jaloux de ceux qui ont été rencontrés? Non. Et quand on rencontre quelqu'un, il est possible que ce soit n'importe qui, qu'il soit reçu, rencontré. C'est normal. C'est la liberté qu'on doit donner à tout le monde de faire ce qu'ils veulent et de rencontrer qui ils veulent. Donc il n'y a aucune, pour moi, il n'y a pas d'animosité pour qu'il ait reçu, qu'il ait rencontré des gens, ce n'est pas mon problème. Mais moi je suis là et il y a des gens qui sont sur la place de Paris dont ils savent qu'ils ne peuvent pas s'approcher. Nous on ne les craint pas, voilà. Et nous on ne les craint pas, oui. Et pourquoi on ne peut pas vous approcher? Pourquoi d'emblée vous dites qu'on ne peut pas vous approcher? Effectivement. C'est quoi la cause? La cause est que face à ce que nous sommes, face à ce que nous défendons, face à ce que nous exprimons, et face à la confiance avec laquelle nous agissons, je ne vois pas qu'est-ce que... Vous savez, je peux rencontrer M. Denis Sassou Nguesso, mais je ne sais pas s'il va tenir. Il va tenir devant ce que moi je veux lui sortir comme élément. Je ne sais pas si M. Denis Sassou Nguesso est en face de moi et qu'on se mette à parler des choses, de tout. Je ne sais pas s'il pourra d'abord accepter. Alors que moi je suis prêt. Moi je suis prêt à le rencontrer. Et si il était question qu'on se rencontre, je peux le rencontrer. Mais est-ce que Denis Sassou Nguesso peut tenir devant les propos que moi je vais tenir? C'est ça le problème. Qu'est-ce que M. Denis Sassou Nguesso ne pourrait pas entendre de vous? Et quel est cet argumentaire quand vous dites que M. Denis Sassou Nguesso ne peut pas faire face? Je vais le montrer. Voilà. Mais je vais tout simplement lui montrer que aujourd'hui, il se cache derrière une chose qui date de la période coloniale. C'est-à-dire que un fils du Nord ne peut pas gagner les élections présidentielles. Ça, c'est ce que lui, il défend comme thèse. Peut-être que c'est vrai, je ne sais pas. De toutes les façons, depuis 1945, en dehors de la parenthèse pendant laquelle M. Jacques Opango, bien sûr avec l'alliance avec M. Kikungangot, avait pu, mais pour un laps de temps, donc à peine 3 mois, qu'il avait il était passé en tête, mais d'un député seulement, d'un conseiller territorial. En dehors de cette période-là, nous n'avons pas vu dans l'histoire du Congo un candidat à l'élection présidentielle. Il n'y en a eu que 2 comme élection majeure, en 57 et en 92. Parce qu'après, en 63, tout s'arrête. La démocratie s'est arrêtée, elle n'a repris qu'en 63. Et en 63, en 92, pardon,
63, elle s'arrête. En 92, on refait les élections. Et lors des élections de 92, il y a quand même le tableau démographique qui a montré que M. Denis Sassou Nguesso, malgré je ne sais pas quoi, mais il est sorti quand même troisième avec près de 16 à 17%. Et que si on faisait le total du corps électoral qui s'était exprimé, eh bien le Sud était presque allez, je vais dire aux 2 tiers. Aux 2 tiers, c'était l'électorat du Sud. Et bien c'est ce problème-là qui est à l'origine de ce que nous vivons, c'est-à-dire le coup d'État. Et c'est ce problème-là, effectivement, qu'en 64, c'est le dauphin, les deux sont morts, Noumazalaï, qui lui dira à Alphonse Massamba Deba que vous ne finirez pas votre mandat qu'un fils du Sud, du fils du Nord vous remplacera. Mais pourquoi? Parce que c'est eux qui avaient organisé le coup d'État de 1963, le 13, 14, 15 août. Et il fallait prendre le pouvoir, éviter que Youlou, avec le parti unique, soit vitam aeternam jusqu'à peut-être à la fin de ce qu'il aurait voulu s'arrêter. C'est prendre le pouvoir. Et le Nord a fait tout pour qu'on en arrive au parti unique. Bien sûr, qui est arrivé après. Alors, Monsieur Robert vous comprenez que la situation d'aujourd'hui, ce n'est pas une situation d'aujourd'hui, mais c'est une conséquence de ce que le Congo a vécu depuis 1945 jusqu'à 1958. Vous allez croiser M. Denis Sassou Nguesso, vous allez effectivement lui faire part de cet argumentaire-là, mais ça va être quoi comme solution? Parce que quand on rencontre M. Denis Sassou Nguesso, ou même si demain, puisque vous le disiez tout à l'heure, si vous rencontrez M. Jean-Dominique Okeba, ça va être quoi votre solution? Jean-Dominique Okeba, c'est pas la peine. Qu'est-ce que je vais ça dire? Ça va être quoi votre solution? Voilà. Compte tenu de ce du fait historique que je viens de relever, et ça fait que le Nord s'est dit que le pouvoir est au bout du fusil. C'est ce que le Nord a dit. Et quand ils le disent, et nous avons vu que à peine que le président Pascal Lissouba prenait ses responsabilités, ses fonctions le 31 août 1992, 2 mois après, c'est-à-dire nous avons octobre-novembre, le 30 novembre, on a failli tuer Bernard Kolela. Donc créer un incident majeur qui aurait fait arrêter la démocratie qui venait à peine de reprendre. Je ne parle pas du coup d'État qu'on a voulu faire pendant la transition. Alors, je veux dire que il y a une vidéo que j'avais suivie. Une vidéo dans laquelle M. Denis Sassou Nguesso, au sortir de la journée de passation de service avec M. Pascal Lissouba, il s'adresse au parterre des militaires en Pila et à qui il avait demandé de se préparer et qu'il va revenir. Denis Sassou Nguesso revient de la passation de service qu'il venait de voir avec le président Pascal Lissouba. Et il entretient les militaires. Et il leur promet qu'ils doivent se préparer. Mais ce n'était pas faux, ce qu'il avait dit aux militaires. C'est ce qui s'est passé pendant tout le règne de Pascal Lissouba. Jusqu'au coup d'État du 5 juin 1997. Monsieur Robert Poitiers-Pangou, vous n'avez pas répondu à ma question. Qu'est-ce que vous direz à M. Denis Sassou Nguesso comme solution pour que le Congo sorte enfin de ce cycle de violence politique et de confiscation du pouvoir? Non. Il y a une seule réponse que je peux lui donner. Puisque le Nord ne veut pas qu'un sudiste reste au pouvoir, il faut aller à la scission. C'est-à-dire, la scission, pourquoi la scission? Parce que la scission, c'est une solution. La scission, c'est la séparation entre, parfois amicale, hein, c'est souvent amical, entre 2 partis qui ne se comprennent pas et qui ne peuvent surtout pas se comprendre et qui ne peuvent pas vivre l'un au-dessus de l'autre. Et la scission, c'est une solution, parce que beaucoup d'États dans le monde, ont procédé par cette solution-là. Et même des familles, des couples, ce qu'on appelle par scission, c'est la séparation. Alors, la scission, c'est quoi la scission? Pourquoi j'ai parlé de la scission? Donc, je ne suis pas d'abord le premier à l'avoir évoqué, parce que vous n'oubliez pas qu'il y a
Théophile Obenga, et qui, dans son livre publié en 2000, en 2000, pardon, il dit qu'au sortir de cette guerre, il dit que non, il n'y a pas de vaincu, il n'y a pas de vainqueur. Ok. Mais, il a dit ceci, que les vainqueurs, les vaincus devraient se soumettre à la volonté politique que définiraient les vainqueurs. Dans le cas contraire, c'est la scission, c'est la séparation. Donc c'est Théophile Obenga déjà qui le dit. Mais qui sont les vainqueurs? Ces vainqueurs sont conduits par M. Denis Sassou Nguesso, les Jean-Marie Tassoua et les autres. Ils ont eu, certains sudistes qui les ont accompagnés dans cette affaire-là et qui se sont ralliés pour plusieurs causes. Donc aujourd'hui, la scission, pour moi, c'est une solution parce que elle nous évite de se chamailler, de se quereller, de se bagarrer tout le temps, parce que M. Denis Sassou Nguesso vient de nous montrer que, après lui, ce n'est pas que quelqu'un d'autre, surtout au sud, prenne le pouvoir. Il a déjà fait son choix, lui, et qu'il impose, peut-être qu'il n'impose pas, mais dont tout le peuple du Nord adhère. Donc, pour lui, il a pensé qu'il était question de préparer son fils. Or, cela ne peut pas passer. Que ce soit lui, son fils, que ce soit un autre, nous, au Sud, on devient comme des otages. On est pris en otage par un système politico-militaire que le Nord a installé. Et donc, ça fait que, mais si lui ne veut plus, ou si le Nord ne veut plus, qu'un fils du Sud devienne président de la République, en ce moment-là, nous aussi au Sud, on ne veut plus voir, on ne veut plus être dirigé par un fils du Nord. En fait, la situation, c'est celle-là. On peut tous parler de Denis Sassou Nguesso. Maintenant, il n'y a pas que Denis Sassou Nguesso. On connaît les défis qu'il y a. Il y avait même M. Ngolondele qui avait dit que si vous voulez atteindre M. Denis Sassou Nguesso, vous enjamberez d'abord mon corps. Alors, donc, ça veut dire en réalité qu'il ne s'agit pas que de Denis Sassou Nguesso dans cette affaire-là. Il s'agit de tout le Nord qui est aligné derrière M. Denis Sassou Nguesso. Et on voit aujourd'hui qui veut leur imposer son fils. Ben, on entend qu'il y a des querelles. Nous, on s'en fout de ces querelles-là, qu'il y ait des querelles internes ou pas. Ce n'est pas notre problème, nous, au Sud. Notre préoccupation à nous, c'est qu'on a constaté que depuis 1963, aucun président n'a terminé un mandat. Ça, c'est établi. Alors, monsieur Robert Poitier-Pongou, oui. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de dédain pour monsieur Jean-Dominique Okemba. Non. Est-ce que vous avez, vous également, été choqué de savoir, qu'on le veuille ou non, il est conseiller spécial de monsieur Denis Sassou Nguesso. Oui. Est-ce que vous avez été choqué de voir qu'il a finalement pris les habits d'un agent d'état civil pour venir distribuer des passeports? Est-ce que finalement ça ne vous a pas choqué, ça? Non, en fait, excusez-moi, je venais de le dire, qu'il ne s'agit pas que de Denis Sassou Nguesso. Il s'agit de tout le Nord. Pourquoi? Parce que l'exemple est celui que vous êtes en train de... Vous revenez sur le nom de Jean-Dominique Okemba. Pourquoi vous insistez? C'est pour dire que même en dehors de Jean-Dominique Okemba, il y a d'autres, 2 ou 3 noms, qui tiennent à ce que, même si Denis Sassou Nguesso mourait, et qu'il n'y ait pas quelqu'un du Sud qui prenne le pouvoir. Donc, il y a son fils, qui est là, qui est dans les pattes de son père. Il y a Jean-Dominique Okemba, il y en a d'autres, dont peut-être qui se cachent, qui se taisent, mais il y en a d'autres. Donc, pourquoi parler de ne citer que Denis Sassou Nguesso alors qu'il y a d'autres qui tiennent à ce que... Eux, ils savent qu'un jour, Denis Sassou Nguesso, c'est un être humain. Ils savent que Denis Sassou Nguesso peut mourir de maladie, ou peut-être qu'ils vont faire comme ils ont fait à Marien Ngouabi. On ne sait pas, moi, je m'en moque de tout ça. Mais ils sont déterminés sur une chose, et une seule, que plus jamais le pouvoir au Sud. C'est ça, moi, le problème.
C'est pas Jean-Dominique Okemba que je puisse parler avec lui, que je puisse parler avec... c'est pas ça mon problème. Monsieur Robert Poitipangu, oui. Vous savez bien que oui. Vous ne discuterez pas aujourd'hui directement avec M. Denis Sassou Nguesso et que dans les pourparlers politiques, oui. vous avez été député, oui. vous avez été un éminent proche de feu Bernard Kolela, y compris son fils, oui. qui a des pourparlers souvent souterrains. Et que dans cette optique-là, oui. vous pourrez demain peut-être rencontrer Jean-Dominique Okemba. Donc pourquoi avoir ce dédain envers lui? Non, je n'ai pas de dédain envers lui. Et je dis tout simplement ceci, que quand il y a eu en 1991 le débat à la télévision, et qui était animé par voilà, le journaliste, il y avait Jean-Claude Kakou, il y avait des invités, c'était Maître Martin Berry, il y avait le doyen Letembe Ambili, il y avait d'autres, tant d'autres, et le ministre Nzougou. À l'issue de ce débat, nous étions 3 à avoir réagi à Télé Congo pour que nous tenions une conférence nationale souveraine. Je reprends ça pour qu'on sache, pour qu'on comprenne que je n'ai pas besoin de rencontrer Jean-Dominique Okemba ou une autre personne. Non, je n'ai pas besoin de les rencontrer. Donc, à l'issue de ce débat, nous étions 3 à avoir réagi le lendemain sur la chaîne de la télévision congolaise. Il y a eu les 2 défunts, Jean-Pierre Tister Tikaya, et puis le défunt Bernard Bakana Kolela. Et il y avait moi. Nous n'étions que 3. Alors, et cela a fait que le pouvoir à l'époque nous convoque, puisque déjà, moi j'étais déjà, mon parti, le Parti républicain, était déjà enregistré au ministère de l'Intérieur. Donc tous les partis politiques et associations qui étaient enregistrés au ministère de l'Intérieur, en 1990, nous serons convoqués. Tout ce qui était enregistré au ministère de l'Intérieur. Nous sommes convoqués. Après le débat, on est convoqués au ministère de l'Intérieur par le ministre Célestin Gomafutu, qui va nous entretenir. Et au sortir de cet entretien, il nous a dit qu'il y a le Premier ministre, donc lui Sylvain Goma, qui devrait nous convoquer dans les jours qui viennent. Et c'est ce qui fut fait. Nous sommes convoqués au Palais des Congrès. Nous nous sommes présentés, les partis politiques et associations qui étaient déjà enregistrés en 1990 et début 1991. Et c'est ça qui est à l'origine, c'est le point de départ de la conférence nationale souveraine. On a débattu là-bas. Tout le monde était là. Donc les pourparlers, pourquoi ça échoue? Mais parce qu'effectivement, ce genre de choses, aller entretenir les gens à Ouesso, aller entretenir les gens à Pointe-Noire, aller entretenir les gens à Ifondo, aller entretenir à Muyonzi, à Kindamba, à Paris, à New York, à Moscou. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est une manière de disloquer les forces, de les écarter, de les éloigner. Et c'est là, effectivement, qu'il y a ce phénomène qu'on appelle par la corruption. Alors, donc, ce qui était l'idéal qu'on veut, c'est qu'effectivement, que beaucoup ont toujours demandé la conférence nationale qui était devenue souveraine telle que nous l'avons faite à l'époque, mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de toutes ces choses-là. Parce que les coups d'État vont toujours revenir. Donc c'est pour cela qu'on dit non, on se sépare. Le Nord, puisqu'ils n'ont pas confiance aux sudistes, que les sudistes ne peuvent pas les protéger. Donc ils ont besoin de leur pouvoir. Donc ils gèrent la partie Nord, qui avait déjà été initiée par comment est-ce qu'on l'appelle, Jacques Obango, hein, le 15 octobre 58, ça avait déjà été annoncé. Donc le Nord, qui veut de son pouvoir, eh bien le Nord prend son pouvoir, et nous aussi au Sud, on prend notre pouvoir. Et on se gère tranquillement. Voilà, moi je pense que c'est ça qu'il faut faire. Robert Poitipangu sur Congo Liberty, un habitué de la maison, il est comme chez lui, chez nous, et Dieu merci, en tout cas on vous remercie. Alors monsieur Robert Poitipangu, oui, monsieur Bingo, il y a une actualité, plusieurs articles diffusés sur Lucien Ibata, votre compatriote,
qui dilapiderait tout l'argent du pétrole congolais et le distribue à qui il veut. Tout le monde sait que ce n'est pas une nouvelle en soi pour les Congolais, mais là, effectivement, il y a quelques détails. Alors, la question qui revient, c'est de savoir tous ces sous qui proviennent du pétrole. Les Congolais s'en émeuvent, mais vous, en tant que ressortissant du Kwilu, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que quelque part, les Vili dont vous faites partie n'auraient pas été les premiers à se révolter? Vous savez, M. Mingwa, j'étais très ravi quand on a échangé, pas avant-hier, et que tu m'as proposé, tu me permets de te tutoyer. Il n'y a pas de souci, tu es mon grand frère. Que tu m'aies proposé de venir m'exprimer. Ça fait beaucoup mal, ce problème de l'argent, du pétrole, et qui finalement se retrouve dans les mains, dans les bras des gens dont on ne sait pas qui sont-ils, et on ne connaît pas. C'est ça qui est très dangereux en fait. On aurait compris que M. Denis Sassou Nguesso prendrait tout l'argent du pétrole, le mettrait dans un coffre sur lequel il est assis. Je comprendrais. Ça, sincèrement, qu'il soit quelqu'un qui soit venu par le coup d'État, qui est fait je ne sais pas comment, ça aurait peut-être aussi le président Pascal Lissouba ou le président Mariam Gouabi, qui prend tout l'argent du pétrole, il le met quelque part, mais il est assis dessus, qu'il n'y a que lui qui a le contrôle de cet argent-là. Moi, Robert Poitipango, RPP, je l'aurais compris. Mais que l'argent du pétrole se retrouve dans les bras, dans les mains des gens dont on ne connaît pas et qui nient toute responsabilité, et qui disent même, malgré les enquêtes, malgré tout ce qui est en train d'être fait par la France à travers, je dis bien la France à travers le journal Libération. Libération n'invente rien, mais c'est au niveau de la France. La France est un pays qui est très organisé à tous les niveaux, surtout que ce problème, c'est un problème qui est d'une très grande sensibilité, il est politique, et il y a un seul problème d'État, parce que c'est l'argent du pétrole que la France, quand même, dont la France suit les activités. Alors que ce problème-là soit sorti de cette manière-là, c'est qu'il y a un problème qui se cache. Dites-nous, oui, quel est le problème si vous le connaissez? Voilà. Est-ce que c'est suite à la visite, comme le disent certains, de la rencontre en catimini de Denis Sassou Nguesso et Emmanuel Macron qui aurait déclenché une sorte de révolte ou de répugnance du président Macron? Est-ce que ça vient de là? Je vais vous dire un peu quelque chose que je connais de cette affaire-là. C'est la suivante. Monsieur Denis Sassou Nguesso est bien connu du président Emmanuel Macron. Et pourquoi? Parce que Emmanuel Macron n'aurait pas pu être candidat en 2017 s'il n'y a pas eu cette affaire de Manuel Valls dont on sait avait des combinaisons, et après avoir été reçu, nous avons tous appris cela, qu'il y a eu des relations, des contacts entre monsieur Denis Sassou Nguesso et Manuel Valls. Surtout, ce qui est plus précis, c'est au sortir. Voilà, donc ce journal-là que vous voyez, ce deuxième numéro, parce qu'il y avait un premier numéro la veille, donc celui de mercredi, et celui de jeudi. Alors donc, ce qui est marqué ici est capital, parce que
Monsieur Manuel Valls avait été reçu par le président, par monsieur Denis Sassou Nguesso, après que ce dernier, donc monsieur Denis Sassou Nguesso, ait été reçu par le président François Hollande. Il le reçoit le même jour, ce qui est la règle, hein, ce qui est la règle établie par la Constitution de 1958, qu'une fois que vous avez traité avec le président de la République du Congo ou du Tchad ou du Cameroun qui a rang de Premier ministre, eh bien, doit finaliser les entretiens qu'ils ont eus en conseil, à l'époque on appelait ça conseil de communauté, eh bien, le Premier ministre est reçu, le président reçoit le Premier ministre pour finaliser le travail. Donc il va être reçu. Nous sommes en début juillet. Et en fin de juillet, le 28 juillet 2015, Monsieur Emmanuel Macron va dans sa ville, au Touquet. C'est là-bas qu'il va annoncer, le 28 juillet 2015, il va annoncer à un groupe qui est très restreint, qui est familial, qui est donc parmi lesquels vous avez Marc Ferracci, son ami d'enfance, son père, le père de Marc Ferracci, donc Pierre Ferracci, et Sophie Ferracci, qui est donc la femme de Marc Ferracci, dont Emmanuel Macron est témoin de mariage, et il y avait Brigitte Macron. Ils n'étaient que 5 ce jour-là. C'est ce jour-là que Emmanuel Macron va annoncer qu'il va être candidat. On lui posera la question, candidat quand? Il dira en 2017, nous sommes en 2015, en 2017. Donc, ces autres étaient même étonnés. Il dit non. Et il a expliqué pourquoi. Il a dit, si je ne suis pas candidat là en 2017, la droite risque de prendre le pouvoir et on en aura pour 10 ans. Donc, il faut que je me présente là comme candidat. Tout le monde était étonné. Mais effectivement, la décision d'Emmanuel Macron d'être candidat vient d'où? Eh bien parce que ce jour-là, il dira à ses hôtes que le président François Hollande va être empêché. Nous sommes le 28 juillet 2015 au Touquet. La phrase est sortie de Emmanuel Macron qui dit que le président François Hollande va être empêché. Mais il va être empêché par quoi et comment? Mais n'oubliez pas que Emmanuel Macron est secrétaire général adjoint de l'Élysée quand Hollande est président de la République. Et c'est lui en fait qui gère tout à l'Élysée, Emmanuel Macron. Donc il sait tout ce qui est en train de se passer. Après il va devenir ministre de l'économie et des finances, et ministre de l'économie et du budget. Mais il a tout, il a toutes les informations. Donc il sait que que Manuel Valls a été reçu par Denis Sassou Nguesso. Et que certainement, il y a eu des choses qui ont été traitées. Et effectivement, Manuel Valls, en dehors des frondeurs, parce qu'il y avait deux groupes, il y avait le frondeur d'une part, et il y avait le groupe de Manuel Valls, dans lesquels il y avait les villes, comment est-ce qu'on appelle, Cazeneuve, les Bruno Leroux, où il y avait tout ce monde-là, tout le groupe du PS, était, y compris Jean-Yves Le Drian. Donc tout ce groupe-là était celui de Manuel Valls. Donc Manuel Valls a eu les assurances, a eu les financements, et c'est ce qui lui a permis de se présenter aux primaires, malgré que son président, lui le Premier ministre, malgré que le président de la République, François Hollande, est tenu de se présenter. Pourquoi cette affaire de Valls avec Denis Sassou Nguesso? Souvenez-vous, en avril 2014, je pense que nous étions autour du 8 avril 2014, M. Denis Sassou Nguesso vient en France, reçu par le président François Hollande, et quand François Hollande le reçoit, et au sorti de cette rencontre, de cette réception, nous avons tous vu l'image qui nous montrait que François Hollande n'a même pas attendu que son hôte
tourne le dos pour partir, et que lui, il avait déjà tourné le dos à son hôte et il est déjà parti. Donc, il a fait aussi au président Sarkozy. Passation de service, c'est peut-être l'homme qui... ça veut dire que s'il l'a fait au président Sarkozy, parce qu'il y avait un problème entre Sarkozy et lui. Et donc il a fait au président, à M. Denis Sassou Nguesso, ça voulait dire aussi qu'il avait un problème avec M. Denis Sassou Nguesso. Donc peut-être qu'il n'était pas aussi important de le recevoir. Il a reçu, parce qu'il fallait respecter les clauses des accords de Matignon, et qu'il a été donc reçu. Et nous voyons donc, par rapport à votre question, pourquoi vous me posez le problème, la question sur entre Denis Sassou Nguesso, donc cette affaire de Libé. Surtout, c'est pourquoi les Vilis ne se révoltent pas. Voilà. Non, les Vilis, ils vont se préparer. Et ils se préparent. Parce que le gaspillage d'argent, alors que cet argent aurait pu permettre, depuis la potasse, l'argent de la potasse, l'argent du pétrole, le barrage de Pilo aurait pu être construit et terminé. Donc pour revenir juste un instant... Rapidement, parce que moi j'aimerais surtout... Il n'y a pas de souci, vous aurez le temps. Voilà, vous aurez le temps de me poser la question. Or, pourquoi cette affaire apparaît de plein fouet dans le journal Libération? Moi j'avais rencontré le président François Hollande quand il a présenté son livre. J'avais pris quelques secondes pour lui poser la question de savoir, Monsieur le Président, quelle était la nature de vos relations entre vous et Monsieur Denis Sassou Nguesso pendant votre mandat. Et Monsieur François, je le sors aujourd'hui, Monsieur François Hollande m'a dit ceci, que le président Denis Sassou Nguesso m'a fait chier. Il s'avère que, mais il a fait chier comment? C'est tout simplement par toujours cette nature, cette volonté de vouloir chercher à rencontrer le chef de l'État de la France pour poser certainement des problèmes qui sont particuliers à lui, parce que si c'est des problèmes bilatéraux, mais pourquoi le président François Hollande se serait donc empêché de recevoir tous les jours Denis Sassou Nguesso? Mais c'est que si le président François Hollande dit ça, c'est qu'effectivement, il a senti il a fait chier. Mais est-ce que ce n'est pas la même chose que M. Denis Sassou Nguesso est en train de faire à Emmanuel Macron, et que peut-être que lui il ignore que Emmanuel Macron, il était à l'Élysée déjà en tant que secrétaire général adjoint, donc il connaît les pratiques de M. Denis Sassou Nguesso. Et je dis et je répète que si M. Emmanuel Macron est candidat et devenu président de la France, c'est à cause de l'affaire Valls. Alors, Monsieur Robert Poitier-Pangou, pour faire court, vous êtes en train de nous dire très clairement que si Libération sort tous ces détails, c'est que ça vient du château. Mais ça vient du château, parce que ce sont des éléments sensibles. Ça ne regarde pas Lucien Bata. Non, Lucien Bata, c'est quelqu'un... voilà. Mais ça regarde, là-dedans, il y a M. Fuchs, et qui n'est pas des moindres dans la diplomatie, dans les relations, dans les communications ici en France. Et ça regarde M. Valls. Mais c'est ça le problème. Pour terminer sur ce volet-là, parce qu'il faut qu'on avance, pour être tout à fait honnête, en lisant l'article de Libération, Libération apporte des preuves de virement pour le travail que Strauss-Kahn, Dominique, aurait fait pour le Congo. En tout cas, il y a un contrat, il y a eu des versements de près de 2 millions d'euros. Après, on peut parler de surfacturation ou pas. Là n'est pas le problème. Non. Pour d'autres virements de Lucien Bata, effectivement, il y a des traces. Mais soyons honnêtes en disant que, en ce qui concerne Manuel Valls, on peut supputer, mais le journal Libération n'apporte aucune preuve. Est-ce qu'on est d'accord sur ce fait ou pas? Ce n'est pas, le problème ne se situe pas là. Les espèces ne laissent pas de traces. Les espèces ne laissent pas de traces. Donc il y a l'histoire des mallettes. Quand, si moi je viens vous offrir un billet une pièce d'1 centime pour ce que vous faites pour ce pays, mais il n'y aura jamais de traces.
Je parle d'un centime d'euro. Mais j'aurais pu dire 1 million d'euros. Je vous apporte 1 million d'euros en espèces, mais ça n'aura jamais de trace. Voilà. Mais au moins tout le monde sait qu'il y a eu rapprochement entre M. Denis Sassou Nguesso et M. Manuel Valls, et par le truchement de ces relations, parmi lesquelles on cite M. Stéphane Fuchs. Alors, M. Robert Poitipongo sur Congo Liberty, on va entrer dans un autre volet de notre interview. Oui. C'est au sujet de la question pour laquelle je n'ai pas eu de réponse. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, les Vili se complaisent à ne pas se révolter contre le pillage des ressources issues de leur région parce que la première dame du Congo, donc la femme de M. Denis Sassou Nguesso, est originaire du Kwilu, voilà. Et également l'actuel Premier ministre de M. Denis Sassou Nguesso, Koliné Makosso. Est-ce que ça suffit au bonheur des Vili? Monsieur Mungwa, rassurez-vous, d'abord je suis très heureux que vous évoquiez, vous, qui n'êtes pas du Kwilu, mais les Vili finalement dans cette affaire-là, mais qu'est-ce que vous faites? Voyez-vous que ce n'est pas la... C'est une belle occasion que vous me donnez de parler au nom de la région du Kwilu, au nom des Vili. Il n'y a pas que les Vili, mais on parlerait des Vili parce que, bon, cette matière première est exploitée là-bas. Et malgré tout, cette région ne reflète pas une région qui produit une mine d'or, qui est donc l'argent du pétrole, pour lequel le président Pascal Lissouba a tout fait, quand il arrive au pouvoir, de faire passer la redevance qui était à 16-17% au double, donc près de 33 à 34%. C'est ce qui a permis qu'aujourd'hui, ce pays puisse se servir d'utiliser cet argent-là. Or, cet argent du pétrole, j'ai parlé de la potasse entre-temps, cet argent du pétrole, dans toutes les études de faisabilité qui ont été déjà entreprises et refaites sur la construction du barrage de Kwilu, le barrage de Kwilu ne coûte rien. Donc c'est un problème de décision politique. Pourquoi décision politique? Parce que en 61, le président Fulbert Youlou a lancé les travaux, a posé la première pierre, les travaux avaient démarré, les vestiges sont là. Et le président Pascal Lissouba, dès qu'il arrive au pouvoir, eh bien, l'année suivante, il est allé redémarrer les travaux. Donc l'argent est. Qu'est-ce qui manque? C'est la décision politique. Il s'avère que M. Denis Sassou Nguesso, depuis qu'il est là, il a de la haine. Moi je le dis aujourd'hui. Il a de la haine sur la région du Kwilu. Il a de la haine sur les Vili. Et sa femme est bien Kwilu, sa femme, moi, vous me ramenez toujours à l'histoire de sa femme. J'ai toujours dit, dans l'histoire de sa femme, elle est du Kwilu. Ah bon? Ben, j'ai toujours dit aussi que il y aurait eu, jusqu'à aujourd'hui, au moins une pierre tombale de l'un de ses parents au niveau du Kwilu. J'en passe. Et après, vous avez cité M. Anatole Koliné Makosso. Est-ce que c'est à cause de ça? Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, tout le Kwilu attend cette affaire du barrage du Kwilu. Il s'avère que, est-ce que, peut-être qu'on leur a toujours dit qu'il n'y a pas d'argent, mais Libé vient de nous prouver, ça c'est écrit, avec des traces, que l'argent du pétrole du Kwilu, du Congo, du Kwilu, tiré dans le Kwilu, cet argent-là traîne, est manipulé et utilisé dans le cadre de la corruption. Et vous voyez, quand on parle de la corruption, le royaume de Luango aujourd'hui, on en parle de la corruption. Quand vous allez à Pointe-Noire, on parle de la corruption au niveau du royaume. Donc on ne peut pas finalement se permettre de critiquer
un problème grave qui est celui de la corruption. Donc utiliser l'argent qui devait être utilisé à des fins pour l'intérêt général de tout le monde, mais plutôt à des intérêts privés. Mais les intérêts privés, on sait pourquoi. Tout simplement parce que M. Denis Sassou Nguesso veut et voulait demeurer au pouvoir, et pour ce faire, il faut aller corrompre les Européens, les Blancs. Corrompre, je dis bien. Eh bien, c'est un problème de corruption qui est là et qui fait que le Kouilou, les Vili, c'est pas moi qui le demande, je l'ai toujours dit, tous les Vili le savent comment je parle, moi, tous les jours du barrage de Kouilou. Il ne coûte rien, il est question de le construire, et c'est notre frère Mingwa qui me dit, mais que disent les Vili? Que pensent les Vili? Que font les Vili? Est-ce que parce qu'ils ont Anatole Coliné Makosso qui est là, et Antoinette Thibota qui est là, et que finalement, par rapport à tout ce qui est fait de l'argent de Kouilou, qui ne peuvent pas se lever, Monsieur Mingwa, je voulais dire qu'il parle à travers moi, et parce que ce problème-là, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours évoqué que non. Si on ne peut pas, si M. Denis Sassou Nguesso, non seulement qu'il ne veut pas qu'un sudiste prenne le pouvoir, mais nous allons décider de construire le barrage. On ne peut pas construire le barrage sans le pouvoir. Voilà. Donc il est question du pouvoir et de l'argent et donc du barrage de Kouilou. Voilà ce que j'avais à dire à ce sujet. Monsieur Robert Poitipongo, votre mot de la fin. Et mon mot de la fin, il est clair. Que puisque je réagis plus ou moins, et en l'occurrence par rapport à ces révélations que nous venons tous de lire, que Libération a publié. Mais sachant ceci, que M. Emmanuel Macron n'allait pas être président de la France en 2017. Mais il est président de la France, il se positionne comme candidat à l'élection présidentielle en 2017 à cause de cette affaire de Manuel Valls. Et l'affaire Manuel Valls, c'est M. Denis Sassou Nguesso qui voulait se venger contre M. François Hollande suite à la mauvaise réception qu'il lui avait réservée en avril 2015. Donc, M. Denis Sassou Nguesso a utilisé l'argent du pétrole pour corrompre des gens. Peut-être qu'en dehors de Manuel Valls, tel que c'est dit, il y a eu d'autres. On ne sait pas. On cite certaines personnes, mais au moins, M. Emmanuel Macron, il connaît bien les pratiques de M. Denis Sassou Nguesso. Et si en 2021, nous avions affaire au président François Hollande comme président, certainement que M. Denis Sassou Nguesso aurait pu présenter son fils à l'élection présidentielle en 2021. Mais ce dossier ne passe pas avec M. Emmanuel Macron. Il ne passe pas. Et donc, nous aurions pu compter sur Emmanuel Macron. Il nous donne les possibilités. Depuis longtemps, M. Emmanuel Macron nous a donné les facilités pour agir. Mais est-ce que nous avons agi? Est-ce que nous lui avons compris? Voilà donc les preuves, parce que ce dossier-là, il ne pouvait pas sortir des entrailles de la France si le président Emmanuel Macron n'avait pas donné son avis. Si le président Emmanuel Macron n'avait pas donné son avis, je le dis, parce que c'est la diplomatie, elle est sensible, et elle est là. Donc ça c'est des choses qu'on ne publie pas s'il n'y a pas un avis au haut sommet de la République. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci. Monsieur Robert Poitipongo. Voilà. On vous invite une prochaine fois. En tout cas, comme vous le savez, vous êtes toujours le bienvenu. À très bientôt. Bonne année. En vous rappelant que vous n'avez pas tenu votre parole, il était question que l'on fête la bonne année 2022 au pays. Nous sommes encore dans le froid à Paris. Non, voilà, l'État du Sud du Congo est obligé de se créer. Merci, M. Robert Poitipongo. À bientôt. Merci.